Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, c'est le JT des territoires et à 8h après la météo, c'est Territoire d'Info avec l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Stéphane Troussel, le président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui sera sur ce plateau en direct. 3e partie de l'émission, tout à l'heure, c'est Saveria Rojek qui nous rejoint pour Territoire Sénat et l'actualité parlementaire et politique du Sénat en 3e partie de cette émission. Tout de suite, c'est le JT des territoires dans un instant. Regardez bien ce reportage. Pour démarrer ce JT, une incroyable performance réalisée au CHRU de Lille, une opération du cœur réalisée sous hypnose. Grâce à une infirmière formée à l'hypnothérapie, le chef du service interventionnel de l'hôpital Arnaud Sudre a pu remplacer avec succès la valve aortique d'un patient de 88 ans. On l'écoute au micro de WEO TV. L'avantage de l'hypnose, qui est un état de conscience modifié, mais conscient encore, c'est qu'à la fin de l'intervention, le patient est complètement conscient, réveillé et indemne de toute médication. Au CHU de Lille, on est au début de l'expérience, on verra un petit peu ce que ça donne ensuite, mais effectivement, on pourra pratiquer des interventions de cardiologie interventionnelle probablement de plus en plus sous hypnose, en sachant que 80% de la population a priori est réceptive d'après les spécialistes, donc effectivement on peut s'attendre à ce que l'hypnose se développe de manière conséquente. Alors que les chiffres de la sécurité sociale sont tombés hier et qu'ils semblent plutôt bons, le plan santé annoncé par le gouvernement prévoit un renforcement de l'offre de soins, une augmentation du nombre d'assistants médicaux, mais aussi le regroupement et le travail plus collaboratif des professionnels de santé par le biais de maisons de santé. Dans le Morbihan, à Auray, les professionnels de santé n'ont pas attendu ce plan pour se fédérer et travailler ensemble. Les explications de Xavier Partijon de TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire. Il est à peine 20h et les patients investissent déjà la salle d'attente de cette maison de garde à Auray. Tous les jours, jusque tard dans la soirée, elle accueille les patients du pays d'Auray, de la bronchite à la petite plaie ouverte, depuis déjà un petit moment. On a commencé, nous, il y a très très longtemps, en 2004, à fédérer d'abord les médecins, puisque la crise des gardes avait fait que les médecins ne voulaient plus faire de garde dans les conditions anciennes. Et la création d'une maison médicale de garde répondait tout à fait à leurs aspirations, puisque nous avons diminué le nombre de gardes par an à 1 par semaine, quasiment à 1 par 3 mois. Donc très agréable, et 2 week-ends par an uniquement. Et en plus, dans cette maison de garde, nous avons un secrétariat, donc nous ne travaillons jamais seuls en semaine, et le week-end, nous sommes toujours 2 médecins. Donc la sécurité est assurée par le fait que nous soyons toujours 2. Il s'agit d'un des exemples de ce que le plan santé devrait favoriser, notamment autour des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. On est plus que dedans puisqu'on en est quasiment précurseur, puisque sur la notion de CPTS, avant que les ARS n'existent en 2010, nous avions créé la Fédération bretonne interprofessionnelle de santé, qui était un regroupement logiquement de libéraux, d'hospitaliers et de médico-sociaux, mais à l'époque, la crainte de briser les murs était telle que c'est devenu une association plus libéral qu'autre chose. Maintenant, la grande question, c'est le financement. Il va donner des moyens au CPTS, mais il a dit qu'il n'en créerait que 1000. 1000, ça ne fait pas beaucoup pour arriver à... Donc j'ai peur que la taille des CPTS soit trop grande ou qu'on en fasse des trop petites. J'attends de voir la réalité de l'annonce et de savoir ce qu'on va enfin pouvoir faire en augmentant la capacité qu'on ait à faire. Ces CPTS, outre une prise en charge plus globale, devraient aussi faciliter les parcours de santé, allant de la consultation aux actes médicaux en passant par les soins complémentaires. Les risques liés au nucléaire maintenant. En 2017, l'autorité de sûreté nucléaire a réalisé 205 inspections dans la région Île-de-France. Elle garde dans son collimateur l'entreprise pharmaceutique Sysbio-Saclay. En janvier dernier, la société a été condamnée par le tribunal correctionnel d'Évry à 6 000 € d'amende et 50 000 d'amende avec sursis. En cause, divers travaux non réalisés. Les explications de Sébastien Côté de Via Grand Paris. Des installations nucléaires sensibles sous surveillance. L'autorité de sûreté nucléaire dresse le bilan en Île-de-France. Dans son collimateur,
Le Cisbio Saclay. En janvier dernier, la société a été condamnée par le tribunal correctionnel d'Evry à 6 000 € d'amende et 50 000 € avec sursis. La justice lui reprochait de ne pas avoir effectué dans les temps les travaux de sécurité anti-incendie préconisés par l'ASN en 2013. Si Cisbio a fait des progrès, elle manque encore de rigueur. Cisbio n'a pas été en mesure et en capacité de répondre à certaines échéances réglementaires, parce que c'était des prescriptions techniques qui étaient fixées par l'ASN, qui avait une échéance début 2018, et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en demeure Cisbio de se mettre en conformité avec ces prescriptions techniques. Donc c'est souvent de faire des travaux de renforcement, et donc là les prochaines échéances c'est pour fin de l'année 2018 ou en 2019 selon les prescriptions concernées. L'autorité de sûreté nucléaire reste aussi vigilante sur les CEA de Fontenay-aux-Roses et Saclay, des établissements construits dans les années 50 et 60. Le CEA de Fontenay-aux-Roses est en démantèlement depuis une dizaine d'années. Au CEA de Saclay, sur les 8 installations qui sont présentes sur le site, 2 sont en démantèlement et plusieurs réacteurs sont arrêtés ou vont être arrêtés dans les prochaines années. Donc on arrive effectivement à des moments où où les installations sont assez vieilles et donc elles doivent être arrêtées. Et tout ça sous le contrôle de l'ASN qui peut prescrire l'arrêt si l'installation est trop vieille. En 2017, l'autorité de sûreté nucléaire a réalisé 205 inspections dans la région Île-de-France, 146 dans le domaine du nucléaire de proximité. Cela concerne les activités médicales ou industrielles, comme la radiothérapie par exemple. Une ambiance sympa et studieuse aussi. Pour la première fois, le ministère des Outre-mer, la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité ont organisé dans les jardins du ministère à Paris un forum entièrement dédié aux étudiants ultramarins. Plus de 50 entreprises, associations, organisations institutionnelles se sont retrouvées pour accompagner, pour conseiller, aider ces jeunes à préparer leur année universitaire. Un reportage des équipes d'ATV Martinique, une des chaînes du réseau VIA aux Antilles. En quête d'espoir et de solutions à leurs problèmes, ils sont près de 850 à avoir franchi les portes du ministère. Quand on vient des Antilles, la principale difficulté reste la distance. Je suis en apprentissage, du coup au niveau de la DOM, je ne peux pas avoir de PME, mais il y a une autre aide en parallèle, mais j'ai eu des difficultés. Et aussi par rapport au logement, où j'avais pas de garant en France et j'ai eu plusieurs refus de logement par rapport à ça. Franchement, c'est une très bonne initiative parce qu'on a de tout, de la recherche d'emploi, du logement, de la bourse. On a tout ce qu'il faut en fait, donc c'est très intéressant. L'objectif, faciliter l'arrivée des ultramarins. Pour les 2 ministres présentes cette année, il faut simplifier les démarches, notamment sur le logement. Il était totalement anormal qu'on puisse avoir ce genre de sélection faite parce que les parents étaient étrangers ou les parents résidaient ailleurs que dans l'Hexagone, c'est-à-dire dans les territoires d'outre-mer et que leur quotient n'était pas accepté. On va aujourd'hui au-delà en disant non seulement il y a effectivement une réponse législative, mais il y a aussi une réponse pratique. Parmi ces stands, on retrouve par exemple un guide de survie pour son premier hiver, juste après avoir passé un entretien pour un poste en alternance. Même si on est français et qu'on est en France, il y a quand même des différences culturelles assez marquantes. Et donc là aussi, il faut pouvoir s'adapter. La banque, elle, ne fait pas que prêter de l'argent aux étudiants, elle peut aussi les embaucher. Les étudiants qui ont la capacité, la possibilité d'avoir un parcours à la fois étudiants et professionnels, ils ont nécessairement un plus pour l'avenir. Et actuellement, on recrute à peu près 200-250 étudiants par an qui nous rejoignent via des contrats d'alternance. Une initiative approuvée par les étudiants. À noter, ils sont 3 fois plus nombreux que l'année dernière. Voilà, c'est important. Dans les Alpes-Maritimes, Lionel Lucas, le maire de Villeneuve-Loubet, a rencontré la semaine dernière André-Joseph Bouglione. Membre d'une famille mythique dans le milieu du cirque, l'ancien dompteur et l'élu ont signé une déclaration d'intention conjointe pour l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. À cette occasion, le maire a ainsi pu rappeler son combat pour la protection des animaux. Quant à André-Joseph Bouglione, il a présenté son projet d'éco-cirque sans animaux qui devrait voir le jour en 2019, un reportage d'Azur TV, notre partenaire.
Le maire de Villeneuve-Loubet, Lionel Lucas, a rencontré vendredi dernier André-Joseph Bouglione. Membre d'une famille mythique dans le milieu du cirque, l'ancien dompteur et l'élu ont signé une déclaration d'intention conjointe pour l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. L'occasion pour Lionel Lucas d'appuyer à nouveau son combat face aux conditions de détention et de dressage des animaux. Villeneuve-Loubet avait interdit le 27 octobre 2016 les cirques avec des animaux sur la commune. C'était l'occasion au moment où des associations pro-cirque veulent nous retirer nos délibérations, de manifester que nous persistions dans notre volonté de ne pas avoir de cirque avec animaux. Je considère qu'il faut laisser la possibilité aux enfants de s'émerveiller devant les spectacles de cirque et leurs parents avec aussi, mais on n'a pas besoin d'animaux pour ça. Et donc on est les bienvenus dans notre commune pour toutes sortes de spectacles, guignols, marionnettes. Cette rencontre était aussi l'occasion pour André-Joseph Bouglione de présenter son projet d'éco-cirque sans animaux, une alternative pour un modèle plus économique et écologique. Le spectacle sera traditionnel, on ne remplacera pas les animaux parce qu'on ne pourra jamais les remplacer, faire mieux qu'eux, mais on va travailler le spectacle pour garder une identité culturelle très familiale, très populaire, rester un cirque traditionnel dans ce sens-là, mais pourtant être dans la nouveauté, dans la modernité et tout en gardant une assise populaire. L'animal n'aurait donc plus lieu d'être sur la piste aux étoiles, une nouvelle très mal accueillie par le milieu du cirque, mais bien loin d'effrayer l'ancien dompteur déterminé à réinventer le métier. Aujourd'hui, 67% de la population qui boycotte le métier, c'est énorme et c'est la preuve que nous ne sommes plus le métier populaire que nous étions à une époque. Et j'essaye de ramener ça. Et je pense que le combat pour l'écologie, le combat pour les animaux, un combat aussi d'humanisme, aujourd'hui a toute sa légitimité dans le monde du cirque. Le projet d'éco-cirque d'André-Joseph Bouglione devrait voir le jour en avril 2019, de quoi ravir les défenseurs de la cause animale. Voilà, le journal des territoires se poursuit avec dans un instant la revue de presse et l'invité politique à 8h après la météo, c'est Stéphane Troussel, le président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis qui sera notre invité. Tout de suite, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Dans un instant. Bonjour Saveria, aujourd'hui c'est la une de Libération, la bioéthique, ça bouge. Absolument, mais on va d'abord parler du Courrier de l'Ouest, les élus locaux qui sont réunis à Marseille, des élus en colère contre l'État qu'ils accusent de recentralisation massive. Parallèlement, la santé financière des collectivités s'améliore. C'est la Cour des comptes qui le dit, et c'est à dire dans Sud-Ouest également la Cour des comptes qui distribue un satisfecit aux collectivités. Elles ont su encaisser le choc de la baisse des dotations, les dotations aux collectivités qui sont passées de 58 à 47 milliards d'euros entre 2014 et 2017 sous le quinquennat donc de François Hollande, à lire dans Sud-Ouest. Midi Libre revient sur le drame de l'Aquarius. C'est l'histoire d'un homme, Amadou, un migrant guinéen qui a été sauvé par les équipes de l'Aquarius. Il raconte l'enfer de son périple alors que les 58 migrants seront accueillis, on l'a appris hier, à Malte. Et puis un tout autre sujet, à la une du Télégramme, la Sécu va mieux. Les comptes de la Sécu sont à l'équilibre. Pour la première fois depuis 2001, la sécurité sociale dégagera en 2019 un excédent de 700 millions d'euros. En cause, le rabot dans les retraites, les allocations familiales et l'assurance maladie. On vous en parlait hier. Ouest France revient sur le rapport sur l'herboristerie. Absolument. Le rapport présenté aujourd'hui, justement, ce matin même au Sénat, des recommandations qui pourraient réhabiliter un métier supprimé sous Vichy, l'armement de la police municipale à la une de Normandie-Le Havre. C'est un débat à couteau tiré. 2 députés En Marche ont remis à Édouard Philippe un rapport qui préconise de rendre obligatoire l'armement des polices municipales, sauf décision motivée du maire. Centre Presse s'intéresse à la fibre optique, un sujet qui vous concerne. Quand serez-vous raccordé, se demande votre quotidien. Une vingtaine de chantiers ont débuté en Aveyron pour relier d'ici 2022 tous les foyers au très haut débit. Centre Presse qui vous propose le calendrier secteur
par secteur. À lire dans la Provence, Marseille numéro 1. En province, attention, de la recherche scientifique, avec près de 4000 enseignants-chercheurs, Marseille se classe en 2e position après Paris, le CNRS qui mise sur la région et l'université qui se renforce. Et puis on va terminer, Cyril, avec la Voix du Nord, la version numérique de la Voix du Nord, lavoixdunord.fr, une équipe du CHU de Lille qui a opéré un cœur grâce à l'hypnose. C'est une première dans la région Nord-Pas-de-Calais. Un homme, le patient c'est un homme de 88 ans qui n'a reçu ni morphine ni anxiolytique. Et c'est une infirmière qui a accompagné ce patient tout au long de l'opération. C'est à dire donc sur le site internet de la Voix du Nord, lavoixdunord.fr. Voilà, avec 2 sites internet dans la Voix du Nord, le premium, et puis le site payant. Voilà, voixdunord.fr. Merci Saveria, à tout à l'heure pour la 3e partie de cette émission et l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le Club de la Presse dans un instant. Bonjour Samuel Ribaud, vous êtes représentant de l'agence locale de presse sur ce plateau, une des agences qui travaille pour la presse quotidienne régionale. Merci d'être là, vous êtes un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, on va y revenir dans un instant. Et bonjour Gaëtane Bossard du Parisien, vous dirigez les pages 92 de ce quotidien régional, car c'est également un quotidien régional, bonjour, le Parisien. Bonjour, merci d'être là. Cela finira par une jacquerie. François Baroin est vent debout contre la recentralisation menée par le gouvernement. Il le dit dans Nice Matin aujourd'hui. Il participera donc ce soir à Marseille au rassemblement des élus pour les libertés locales, donc à Marseille, en marge du Congrès des régions. Pourquoi encore ce cri de François Baroin, juste avant que ça ne démarre au fond? D'après ce que j'ai compris, il ne sera pas seul à crier, puisque Hervé Morin devrait l'accompagner, Dominique Bussereau pour l'Assemblée des départements de France. Politiquement, c'est relativement marqué comme fronde. Et puis, le divorce entre Emmanuel Macron et les représentants des collectivités, il n'est pas nouveau. Il date de l'année dernière, à la suite d'un discours qui avait été tenu ici, si mes souvenirs sont bons, et après lequel les espoirs des représentants des collectivités avaient été douchés, avec notamment cette histoire des dotations dont il était question dans la revue de presse auparavant. Donc. Puis François Baroin, est-ce qu'on l'a beaucoup entendu finalement? Après l'espèce de travail de rafistolage qu'il avait fait pendant la campagne de François Fillon, il s'était un petit peu perdu, replié sur sa circonscription, enfin sa municipalité, et puis dans ses fonctions, voilà, bon... Que devient François Baroin? C'est peut-être aussi la question. Est-ce que vous voyez, j'allais dire, un positionnement politique de sa part? Parce qu'on dit beaucoup qu'il va peu à peu décrocher de la vie politique. François Baroin, on parle d'un métier dans la banque. Est-ce que vous pensez qu'il essaie tout de même de rester en prise avec le monde politique par ce type de déclaration juste avant cette réunion? C'est une analyse personnelle, mais j'ai l'impression que François Baroin a raté à peu près tous les trains qui s'étaient présentés à lui. Donc le pic de sa carrière politique est probablement derrière lui. Est-ce qu'il tente un baroud d'honneur? Non, je pense qu'il est convaincu aussi quand même qu'il y a une rupture entre le gouvernement et ce à quoi pourraient aspirer les collectivités. Donc on ne fait peut-être pas tout le temps que de la politique aussi. Donc peut-être qu'il y a des raisons objectives à tout ça. Merci Samuel Ribaud. On passe à la situation en Nouvelle-Calédonie. Vous en êtes un spécialiste, je le disais il y a un instant. Elle reste calme, localement, malgré une légère tension, je crois, dans un village du Nord, vous allez nous le dire. Les discours se radicalisent forcément des deux côtés du spectre, car les élections arrivent très vite. Oui, 40 jours. 40 jours à compter d'aujourd'hui, donc c'est très peu. La campagne officielle débutera bientôt. Et 40 jours, alors que ça fait 30 ans qu'on travaille sur une solution institutionnelle dans un territoire qui a été colonisé, qui a connu une histoire dramatique et une quasi-guerre civile à l'échelle du territoire, c'est pas rien. Et 40 jours, c'est très peu. Et en même temps, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, la difficulté de ce référendum, c'est qu'on connaît son résultat. Et qu'une élection dont on connaît le résultat, c'est quand même toujours très très compliqué à aborder. Est-ce que c'est pour ça que, par exemple, les indépendantistes tentent de mener quelques actions pour peser un petit peu, quand même, j'allais dire, la grande majorité des Calédoniens, et alors ce que vous écrivez, en tout cas ce qu'écrit la Nouvelle-Calédonienne aujourd'hui, alimentée par des informations de votre agence, de l'ALP, c'est qu'au fond, ils sont même divisés entre eux, les indépendantistes. Tout à fait. Vous avez une frange des indépendantistes qui est représentée par le FLNKS, donc je le rappelle, Front de Libération Kanak Socialiste, voilà, historique, qui représente quand même le gros des troupes indépendantistes,
qui lui a œuvré à signer les accords qui ont conduit à ce que le référendum se tienne donc dans 40 jours. Et qui était partie prenante des accords de Matignon. Tout à fait. Sous Rocard. Exactement. Ce sont les héritiers de Jean-Marie Tjibaou. Voilà, et qui a toujours lutté pour un vote sur l'indépendance. Donc aujourd'hui, il ne va pas se dédire. Mais il y a une autre frange qui est constituée par le Parti travailliste et son, comment dirais-je, sa succursale syndicale qui s'appelle l'USTKE, qui est connu localement et qui a même fait parler un petit peu d'elle ici, puisque c'était un syndicat très très farouche. Eux ont appelé à ce qu'ils appellent une non-mobilisation massive. Alors nous, on pourrait appeler ça boycott ici, hein, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Mais voilà, non-mobilisation, pourquoi on fait ça? On sait que le résultat est plié, on sait qu'on va perdre. Et puis on dit, écoutez, en fait, on ne va pas se plier à ce simulacre de vote parce qu'on considère qu'il n'est pas correct, qu'il n'est pas organisé dans des conditions satisfaisantes. Et donc on se prépare en fait à le contester. Et pourquoi on se prépare à le contester? Parce que derrière, il y a des élections provinciales. La Nouvelle-Calédonie est très autonome. Les élections provinciales, ils sont les élections fondamentales. Elles permettent d'organiser toute la structure politique du pays. Donc tout le monde, en fait, a les yeux rivés sur 2019. Je crois que c'est au mois de mai, de mémoire. Ce qui pollue un petit peu le scrutin à venir. J'ai une question pour vous. On a appris donc que Manuel Valls, hier soir, définitivement mettait les voiles pour Barcelone. Et il a été le président, et il est toujours, hein, je crois. Oui, il préside une mission parlementaire sur l'avenir institutionnel. Voilà, sur l'avenir institutionnel de ce référendum et de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire depuis Barcelone? Vous avez des informations? Il va cesser toute activité parlementaire. Hein. J'ai cru comprendre qu'il allait abandonner son mandat de député. Il avait été très très présent sur ce dossier depuis le départ, et vous le disiez sur ce plateau à plusieurs reprises, de manière assez efficace. Oui, quoi qu'on puisse penser de Manuel Valls, il a été très efficace en tant que Premier ministre. Il avait eu l'occasion de connaître le dossier en tant que collaborateur, notamment de Lionel Jospin. Et puis, il avait continué à s'investir au travers de cette mission parlementaire. Maintenant, il vogue vers d'autres cieux. Il est évident qu'entre Barcelone et Nouméa, il y a un grand écart que je ne le vois pas du tout franchir. Merci beaucoup Samuel Ribaud. Je rappelle les Nouvelles Calédoniennes avec un article aujourd'hui nourri par l'agence locale de presse que vous présentez sur ce plateau, sur ce référendum en Nouvelle-Calédonie dans 40 jours. 40 jours. Gaëtan Bossard, bonjour, rebonjour. Une grève de la Poste qui dure dans votre département, les Hauts-de-Seine. Et qui ne finit pas, et dont on ne voit pas le bout. J'ai vu, oui. Alors, 20 mars, 25 mars, 26 avril, 22 juin, 20 septembre. Ça fait 6 mois aujourd'hui, en fait. Elle a été lancée le 26 mars dernier. Et on ne voit pas l'issue. Tout le monde est pénalisé, à la fois les postiers, bien sûr. Les postiers qui sont moins payés. Les postiers grévistes qui sont entre 100 et 150, qui ne perçoivent pas de salaire depuis 6 mois, quand même s'il y a des pots de solidarité, même s'il y a des ventes, même s'il y a une cagnotte en ligne, même s'il y a tout ça. Et puis il y a les usagers, enfin vous et moi, les entreprises, etc., qui dans certaines villes données sont particulièrement pénalisées depuis 6 mois. Il y a Boulogne-Billancourt, Neuilly, Levallois, Asnières-sur-Seine, qui sont des villes vraiment... Donc c'est même pas des retards de courrier, là, c'est non distribué, c'est ça? Par exemple, à Boulogne, fin août, il y avait 1600 plis en souffrance qui ont pu être débloqués parce que la Poste a embauché des personnes pour faire le boulot, une quarantaine, nous dit-elle. Mais aujourd'hui, on ne voit pas l'issue parce qu'on a l'impression qu'il y a un dialogue de sourds entre la Poste et les postiers. Alors pourquoi ça a démarré? C'est suite au licenciement d'un délégué syndical, qui est le leader du mouvement, qui s'appelle Gaël Kirante, qui a été licencié. C'est une longue procédure. Il a été condamné dans le cadre d'un ancien conflit à la Poste où il avait séquestré des cadres avec une quinzaine de postiers, dont Besancenot, qui voulait les soutenir à l'époque. Vous avez retenu des cadres de la Poste à la direction. La revendication initiale, c'était réintégrer ce délégué du personnel, sauf que c'est impossible puisque la ministre du Travail elle-même a donné son feu vert, donc il ne sera pas réintégré. Mais il y a d'autres revendications qui sont greffées dessus, embauche de précaires, amélioration des conditions de travail, etc. C'est qu'on n'en voit pas le jour ou il y a une médiation prévue? Il n'y a pas de médiation. Il y a une médiation qui a été appelée par des élus de gauche du département, notamment par les postiers eux-mêmes qui ont dit préfecture, direction du travail, on est ouvert à tout, mais il n'y aura pas de médiation puisque cette réintégration de la personne licenciée n'est pas envisageable. Dis donc, et ceux qui attendent, je sais pas, des chèques, des choses comme ça, ils font comment? Ils attendent. Ils sont indemnisés ou pas? C'est prévu? Non, il n'y a pas d'indemnisation. C'est juste, ils font, contre mauvaise fortune, bon cœur, comme on dit. Et puis, ils pétitionnent aussi, ils lancent des... Voilà. Tout le monde essaie de se bouger. Très bien. Autre chose, alors là, ça m'a passionné dans vos pages ce matin, un téléphérique en Ile-de-France
qui va voir le jour. C'est réel, je crois que ça serait un 1er avril, on se dirait que c'est un poisson d'avril du Parisien. Non. Mais non, un véritable téléphérique qui va... alors, racontez-nous le tracé, il est important d'ailleurs, et peut-être même plusieurs, un sur et plusieurs peut-être. En fait, il y a à peu près une douzaine de projets identifiés en Ile-de-France de téléphériques. Mais tous ne se feront pas, la région l'a dit déjà, il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont vraiment faisables, finançables, logiques, etc. Mais il y en a un, c'est sûr, qui est bien avancé, c'est celui du Val-de-Marne, entre Créteil et le sud du département. On voit vos pages, là. Désenclaver le sud. Avec la carte. Et celui-ci, il y a une enquête publique qui sera lancée d'ici la fin de l'année. Donc c'est celui qui est vraiment lancé. Après, il y en a d'autres. Oui, en effet, on s'est rendu compte que le téléphérique, c'était pas un gadget et que ça pouvait être utilisé pour surmonter des obstacles. Des trafics, tout simplement. Etc. Par exemple, dans les Hauts-de-Seine, il y a un projet, je ne sais pas s'il fera partie des heureux élus, mais qui prévoit d'enjamber la N118, celle dont on entend toujours parler quand il y a de la neige et que les automobilistes restent coincés dessus. Voilà, par exemple, il y en a un là qui est prévu. On pourra mettre beaucoup de monde dedans ? Ça dépend, les configurations. Celui de Créteil, c'est 8 à 10 personnes, donc c'est pas beaucoup. Après, ça dépend du débit, voilà. Ce qui est formidable, c'est que les Chinois ont préconisé bientôt dans les grandes villes des drones pour amener les gens, et nous, on va avoir des téléphériques. Alors après, il y aura aussi les riverains qui déjà se mobilisent pour dire attention, il ne faut pas que ça passe trop près de nos façades, il ne faut pas qu'on nous voit dans nos salles de bain en train de prendre nos douches, etc. Sûrement, bien sûr. Ça va être intéressant. Samuel Ribaud, je vous vois bien arriver en téléphérique le matin. Ouais, je vais essayer de venir en téléphérique, voilà. Ce sera plus Merci sympa. Infiniment. Gaëtan Bossard, c'est à retrouver dans le Parisien, dans vos pages aujourd'hui, aux pages transport, les téléphériques, la RATP vise les sommets. Et puis Samuel Ribaud, c'est dans les Nouvelles-Calédoniennes, cette analyse et ce focus sur le référendum en Nouvelle-Calédonie qui aura lieu dans 40 jours. Merci. On vous retrouve tout à l'heure, Samuel Ribaud. Merci. Gaëtan Bossard. On passe à la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. Avec du soleil un peu partout, un bel été indien, même s'il fait un petit peu froid. Voilà. L'invité de Politique à 8h, c'est Stéphane Troussel, le président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, juste après la météo. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.